Bah, tu vois, celle-là, moi, je l'ai jamais vue, celle-là. Si. Elle était la semaine dernière? Ah oui. Mais ouverte comme ça? Non, justement. Ah, bien voilà. fermée. Et Là, elle est comme ça. cassée et tout. Celle-là, pareil. Mais celle-là, moi, je l'avais pas vue la semaine dernière. Parfois, dans les sous-sols, ils utilisent des garages qui sont ouverts ou désaffectés et ils peuvent cacher du stup ou des armes, hein. Comme la dernière fois, il y a eu des armes qui ont été découvertes dans un box. Ce jour-là, les policiers de la BAC ont découvert 4 kalachnikovs, des munitions et une quantité importante de résine de cannabis dans un box de garage souterrain. Pour empêcher de telles pertes, les trafiquants ont mis en place un système de filtrage pour toute personne étrangère au quartier qui leur paraît suspecte. Les gens qui travaillent sur ce secteur, ils sont contrôlés par les personnes qui travaillent dans le réseau. En fait, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Si ce sont des policiers en civil qui enquêtent, ils veulent savoir qui rentre dans le quartier pour justement éviter qu'il y ait une vue sur le réseau et sur leur travail. Un homme en a récemment fait la douloureuse expérience. Il vit pourtant à 500 km de Nîmes, en Suisse. Nous le rencontrons sur les rives du lac de Neuchâtel. Bonjour monsieur, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Très bien, merci. José est pasteur. En mai dernier, il se rend à Nîmes à l'occasion d'un séminaire évangélique. Lorsqu'il s'arrête à Pissevin pour demander son chemin, il est à 1000 lieues d'imaginer ce qui va lui arriver. Le quartier ne m'a pas l'air autrement spécial, dangereux, particulier. En tout cas, on n'est pas habitué en Suisse à ce qu'un quartier soit moins normal, on va dire, qu'un autre. Et puis, j'arrête ma voiture et je descends un chemin. Puis je commence à poser la question à plusieurs personnes en disant est-ce que vous savez comment vous rendre à l'endroit où se trouvait mon Airbnb que j'avais loué? Et certains m'ont répondu non. J'ai continué à avancer et j'ai vu un groupe de jeunes qui, à mon avis, avaient un comportement peut-être un peu étrange. Je ne sais pas s'il y avait du trafic, s'il y avait quelque chose qui se passait. Et à un moment donné, une de ces personnes est sortie et elle a commencé à crier « police, police » plusieurs fois. Et au même temps que lui, sont sorties peut-être 3, 4 personnes du même endroit. Ils pensent que je suis un policier en civil. Ils se sont mis à courir dans ma direction. J'ai pris mes jambes à mon cou, en fait. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir en direction de ma voiture. Et puis je suis tombé à terre. Et à ce moment-là, mon souvenir, c'est que minimum 3 à 5 personnes ont commencé à me donner des coups. Moi, je me suis protégé. Et ensuite, c'est le blackout. J'ai plus de souvenirs exacts. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je baignais dans mon sang, en fait. Et puis, je me suis rendu compte que quelque chose de grave venait de se passer. J'étais totalement déstabilisé. Il se réveille avec le visage tuméfié, de multiples fractures et des points de suture au crâne. 6 mois après, il ne peut toujours pas reprendre le travail. Son agression a beau avoir eu lieu en plein jour, sur la place centrale du quartier, aucun témoignage n'a permis d'identifier les auteurs. La loi du silence demeure. Cette même place que d'autres ont pourtant connue sous un jour bien différent. À l'époque où grandir dans une tour était la promesse d'une enfance heureuse. Tous les gamins, on était tous dehors avec nos jouets, nos vélos, les patins à roulettes, et j'en passais des meilleurs. C'était une explosion de jeux et de convivialité. Les sorties, les booms dans les garages, enfin c'était que du bonheur. École primaire, collège, lycée sous la main, non, c'était génialissime. Nous sommes chez Jean-Pierre Gontier, 63 ans, un enfant de Pissevin, qui ne renie rien de sa jeunesse en banlieue. Lorsqu'à 5 ans, il s'y installe avec ses parents, il découvre une ville nouvelle et le confort inédit offert par les logements HLM.
Quand on est arrivé à la place Corot, qu'on a vu notre appartement, pour la première fois, on était... Waouh! 2 balcons. Moi, j'aurais ma chambre, mes sœurs leur chambre, mes parents leur chambre, salon séjour, baignoire, WC séparé, cuisine, chauffage central, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'était, allez, on va prendre une publicité actuelle, c'était Versailles. On parle beaucoup du manque de mixité sociale aujourd'hui à Pissevin. Comment c'était pendant votre enfance? C'était essentiellement des ouvriers, ouais, quelques classes moyennes et des gens d'origines diverses et variées. Bon, il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols, des Maghrébins, voilà. Mais il y avait ce brassage de population, il y avait cet équilibre entre chaque partie qui faisait que on se côtoyait, on s'appréciait, on se disputait aussi. Puis 5 minutes après, on tapait dans le ballon ensemble. Mais la convivialité des débuts tourne vite à la promiscuité. Les immeubles n'en finissent pas de s'élever. Chaque fois plus haut, toujours plus proches les uns des autres. Ici, il faut avoir la chance de vivre au sommet d'une tour pour découvrir autre chose que l'enfermement du béton. Mais dès qu'on redescend... On ne peut plus se promener, rien du tout, sans qu'on ait peur. Puis il y avait encore hier soir, il y avait un type avec un revolver dans les mains. C'est baladé sur la plateforme. Là. Ah, parce qu'il y a des vols, tout ça, de la bagarre. On a l'impression que la promiscuité nuit à la communauté. Tout cela fait que l'on reste le moins possible ici. Ceux qui le peuvent s'en vont. Et la mixité sociale se dégrade d'année en année. Pour tenter de sauver la banlieue nîmoise du naufrage, les autorités vont multiplier les plans d'action. 4 en 20 ans. Mais ni ces millions investis, ni les démolitions des tours les plus vétustes, pas même la mise en service d'une ligne de trambus reliant la banlieue au centre-ville, n'ont permis d'abattre la frontière invisible qui semble enfermer les habitants dans la cité. Mais nous allons découvrir qu'il est tout aussi difficile de s'installer à Pissevin. Là, on est sur un site de location longue durée. Et on voit tout de suite que l'essentiel de l'offre de location se concentre sur le centre-ville de Nîmes, qu'on voit bien là avec tous ces points rouges. Et lorsqu'on zoome sur le quartier de Pissevin, eh bien là, il n'y a quasiment plus aucune annonce de location. Nous allons donc tenter notre chance dans une agence immobilière. Il n'en existe aucune à l'intérieur du quartier, alors nous nous rendons dans la plus proche. Bonjour. Je venais voir pour une location sur Nîmes. Vous recherchez quoi? En fait, je pas grand-chose en ce moment. Alors, j'ai un peu regardé. Je voulais savoir si vous auriez quelque chose, non pas dans le centre-ville, mais plutôt sur Nîmes-Ouest, à Pissevin. Pissevin, non, on n'a pas. On ne va pas dans ce secteur-là. Parce qu'en fait, je suis allé... Quand vous entendez Pissevin, c'est la ZUP? Ouais, la ZUP. Ouais, on n'y va pas. Par rapport à l'insécurité. Par rapport à l'insécurité, je ne vais pas dans ce quartier. Ouais, c'est la mauvaise réputation de ces quartiers. En fait, je ne vais pas risquer ma vie pour aller faire une visite. En fait, l'agence, elle va gagner quoi? Rien du tout. Donc, je ne vais pas risquer ma vie pour aller faire une visite de logement. Mais vous, si vous y allez en journée en tant qu'agente immobilière, vous risquez aussi quelque chose, vous pensez? Bien évidemment. Donc, on n'y va pas. On n'intervient pas sur ce fait. Je n'aurai pas de location à vous proposer dans ce secteur-là. Mais c'est un marché à part, quoi. Courage. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Un marché parallèle, avec ses propres codes, où se mêlent investisseurs immobiliers et marchands de sommeil. Pour en comprendre le fonctionnement, nous avons rendez-vous avec un propriétaire. Ça va? Ouais. Il affirme posséder une vingtaine d'appartements ici. Et on est 4 ou 5 gros investisseurs immobiliers dans le quartier. Le P3, bon, il y en a, 650 ou 700 euros. Moi j'ai vu 590, Charles compris, donc c'est plutôt 500. Pour des T3? Pour des T3, ouais. Lui affirme ne louer que des logements en bon état. Mais le montant des loyers nous étonne. De 500 à 700 euros pour un 3 pièces, c'est à peine moins cher qu'en centre-ville. Plus surprenant encore, l'écart entre les loyers et la valeur de ces appartements à l'achat.
Un appartement que vous acheté, vous l'achetez combien? Peut-être pas que vous... 30 ou 40 000. Et il est loué à 500? Ça fait 40 000, ça fait 45 avec les frais de notaire, 60 avec les travaux. En 5 ans, 7 ans, il est payé. Pas 7. La rentabilité n'est pas si mal. Mais il faut accepter de le faire. Parce que c'est un quartier difficile, il faut arriver à le louer correctement. Il faut serrer les locataires un petit peu parce que des fois, ils ne payent pas toujours. Ici, la plupart des propriétaires n'exigent pas les mêmes garanties auprès des locataires que sur le marché conventionnel. Et certains sont loin de faire le nécessaire pour l'entretien des logements. Auria vit dans une copropriété privée depuis 16 ans. Un appartement vieillissant que sa propriétaire a toujours refusé de rénover selon elle. Son loyer s'élève à 660 € pour 72 mètres carrés. J'ai pas de la chance d'avoir une chambre pour moi, intime. J'ai une chambre avec mon fils, je partage la chambre. Parce qu'il y a deux. C'est ça les fenêtres qui se ferment pas, parce que c'est très vieux. Et la propriétaire ne veut pas faire des travaux. L'hiver, ça va rentrer. La peinture, je viens de la faire. Hein. Chaque fois que je fais la peinture, comme il y a de l'humidité, ça... J'avais demandé qu'elle me fasse un peu de carrelage, que c'était enlevé, il y avait du noir, une moisissure. Ah ben, j'étais obligée de faire avec mes propres frais. J'ai fait ça qui coûtait quand même cher, 250, pour qu'il ne tombe pas l'eau par... Normalement, c'est à la propriétaire de faire ça. La loi impose en effet aux propriétaires de résoudre les problèmes d'humidité. La dame qui était avant moi, elle était petite, je vais vous dire. Moi, je suis grande. Pour faire la vaisselle, je suis capable de faire ça. Et à cause d'elle, j'ai mal au... Je lui dis, madame, j'ai mal au... Parce que je ne suis pas bien positionnée. C'est petit, hein, c'est bas. Je dois faire comme ça la vaisselle. J'ai dit de changer ça, normalement, elle devrait faire les travaux, mais elle n'a pas changé. Auria rêve de partir. Elle ne supporte plus le danger qui rôde en bas de chez elle. Ça commence. Là, juste à côté. Ils ont émergé par balle. Il vient d'arriver la police, le moment d'arriver. Donc le tir de la nuit, 20 minutes, à 6h pile. De nouveaux tirs de Kalachnikov. À l'heure où le quartier prend vie. Comme pour rappeler aux habitants la lutte armée qui se joue sous leurs fenêtres. Pour les autorités, cette fusillade, la 5e en un mois, est celle de trop. Elles ont décidé d'agir. Ce qui est en train d'être détruit ici, c'est un bâtiment qui sert de point de deal aux trafiquants depuis plusieurs mois déjà. On est juste devant la médiathèque Marc Bernard, celle qui a été fermée justement depuis plusieurs mois à cause du trafic de stupéfiants. Et ce bâtiment, à l'origine, c'est une cage d'escalier et d'ascenseur qui dessert le parking souterrain. Ça ne fonctionne plus depuis longtemps déjà. Et donc, c'était devenu un point de deal. Et pour la mairie, pour la préfecture, il y a urgence à montrer aux dealers qu'ils ne sont pas ici chez eux, même si pour les habitants qu'on rencontre depuis ce matin, c'est pas ça qui va changer profondément les choses. Et ça, là, c'est bien que ça soit détruit pour vous? Ben oui, bien sûr. Il faut casser tout. Il faudrait qu'ils cassent tout? Ah oui. Pourquoi? Non, ça devient trop drogué. C'est un coin que pour la drogue et la merde. Une fois, j'ai failli me faire taper là avec 4 connards. On voit que le quartier va changer. Ce sera un peu comme avant, comme vous avez vu, ça fait plusieurs années qu'ils disaient ça va changer, il n'y a rien eu. Donc là, voir que les actions, il y a des actions, ça nous met en joie en fait. On va se sentir en sécurité, etc. Car cette démolition n'est qu'une étape d'un grand projet de rénovation, censé remodeler en profondeur le visage du quartier. Un énième plan à 200 millions d'euros, décidé par les pouvoirs publics pour aérer les espaces, faire revenir les commerces et retrouver la mixité sociale des débuts. Mais les promesses tardent à voir le jour. Ce matin-là, nous apercevons justement la sous-préfète déléguée à la ville, venue inspecter la reprise des travaux.
C'est la preuve qu'on n'abandonne pas le quartier et on ne l'a jamais abandonné. Juste, les chantiers ont été arrêtés pour des raisons de sécurité. On travaille, la préfecture, la police nationale et les autres partenaires, au relancement de ces travaux. Une date a été arrêtée, c'est en cours. C'était la même problématique. C'est quand cette date? C'est une date qui est en cours de définition. C'est la même problématique sur la cage d'ascenseur qui est en cours de destruction, qui était prévue. Tout ceci est dans le plan. Simplement, on a donné le petit coup de pouce pour que les travaux puissent redémarrer le plus vite possible. Et je formule le souhait que la prochaine étape, ce soit le retour des bus sur le quartier. Et les chauffeurs de bus ont fini par revenir à Pissevin, convaincus par le renforcement de la présence policière. Des patrouilles quotidiennes qui ont fait taire les kalachnikovs et qui rassurent les habitants, comme ce jour-là où nous retrouvons Ouria devant une importante opération antidrogue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À l'intérieur aussi 7, 8. Nous, ce qu'on voulait, c'est ça. Faire un coup de poing et attraper ces dealers quand même. Tant mieux, c'est bien. Ça nous rassure. Quand même, la police, ça nous rassure. Hein. Ça... Depuis la fin de notre immersion, aucune fusillade n'a éclaté à Pissevin. Plusieurs personnes qui seraient impliquées dans les meurtres du petit Fayed et du jeune de 18 ans ont été arrêtées. Les renforts de police, eux, ne sont prévus que jusqu'à la fin de l'année. Et le trafic de drogue, qui ne s'est jamais arrêté, continue d'attirer de nouveaux jeunes sans repère dans ces filets meurtriers.